La chute de Pokrovsk, rupture majeure ou simple illusion? Depuis quelques heures, des images frappantes font le tour des réseaux. On y voit des drapeaux blancs suspendus sur des bâtiments du Donbass, des colonnes de soldats désarmés et des rumeurs persistantes de reddition massive. Selon plusieurs sources, les forces russes auraient rapercé sur de nombreux fronts, s'enfonçant jusque dans des quartiers résidentiels longtemps disputés. Pourtant, derrière la puissance de ces images, la vérité demeure incertaine. Les bilans de pertes et de capitulations divergent, chaque camp avançant ses propres chiffres. Certains parlent de plusieurs centaines de soldats ukrainiens ayant capitulé, d'autres évoquent de simples retraits sous pression. L'enjeu est immense. Assistons-nous à une accélération temporaire de l'offensive russe ou à un véritable point de rupture stratégique? Ce moment charnière, s'il est mal interprété, pourrait bouleverser l'équilibre de l'Europe entière. Une erreur de lecture risquerait d'ouvrir la voie à de nouvelles crises économiques, sécuritaires, mais aussi politiques. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut dépasser l'émotion des premières images, interroger la robustesse des informations et décrypter ce qui distingue cette offensive des précédentes. Au-delà des images spectaculaires, que sait-on vraiment de la situation sur le terrain? Quels indices permettent de démêler la réalité de la propagande? Pourquoi soudain Pokrovsk, Rodinske et Kramatorsk cristallisent-elles toutes les attentions militaires et diplomatiques? Pour saisir l'enjeu, il faut revenir sur près de 2 années de front gelé dans l'est de l'Ukraine. Le Donbass s'est transformé en un champ de bataille d'attrition, où chaque mètre disputé coûte cher en vie, en matériel et en morale. Pokrovsk n'est pas une ville ordinaire, c'est un carrefour logistique crucial. Depuis le début de la guerre, elle relie la ligne de front à l'intérieur du territoire ukrainien, permettant l'arrivée des renforts, des munitions et l'évacuation des blessés. Pour la Russie, s'emparer de Pokrovsk, c'est couper une artère vitale et fragiliser la résistance ukrainienne sur l'ensemble du secteur. Pour mieux comprendre, il suffit d'observer l'exemple de Severodonetsk en 2022. Lorsque cette ville est tombée, la ligne logistique ukrainienne a été gravement perturbée, entraînant un repli général sur plusieurs dizaines de kilomètres. De la même façon, la prise de Pokrovsk pourrait provoquer une onde de choc logistique, forçant l'Ukraine à repenser l'ensemble de son dispositif défensif dans la région du Donbass. Cela a été observé dans d'autres conflits, comme lors de la bataille de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale, où la coupure des voies ferrées a précipité le siège et le désarroi des défenseurs. La géographie locale est sans pitié. La topographie du Donbass, zones urbaines, faubourgs industriels, nœuds ferroviaires, favorise les encerclements brutaux. Cette région a déjà connu des combats féroces, comme à Bakhmout ou Soledar, où la maîtrise du terrain a souvent décidé du sort des unités engagées. Dans le cas de Bakhmout, la résistance farouche des défenseurs ukrainiens a immobilisé un volume important de forces russes pendant plusieurs mois. Pourtant, une fois la ville prise, la ligne de front s'est déplacée, libérant des unités russes pour d'autres opérations. De même, autour de Soledar, les combats acharnés ont illustré l'importance de chaque colline, chaque usine, chaque voie ferrée. Aujourd'hui, la Russie ajuste sa stratégie. Multiplication des axes d'attaque, usage massif de drones de reconnaissance, frappe de précision sur dépôts et points sensibles. Les images satellites et les rapports de terrain confirment que la tactique cible autant la logistique que le moral adverse. Un exemple concret, lors de l'attaque sur Avdiivka, les Russes ont ciblé systématiquement les entrepôts de munitions, les hôpitaux de campagne et les routes d'évacuation. Ce faisant, ils n'ont pas seulement cherché à détruire les ressources matérielles, mais aussi à semer la peur et la confusion parmi les défenseurs. Cette approche, combinée à l'usage de drones kamikazes, a déjà modifié les méthodes ukrainiennes d'acheminement des renforts, forçant des déplacements nocturnes et des itinéraires secondaires pour éviter les frappes. Sous-estimer l'importance de Pokrovsk, Rodinske ou Kramatorsk serait ignorer leur potentiel à bouleverser le cours de la guerre. Si l'Ukraine perd la maîtrise de ces villes, c'est la stabilité de toute la ligne de défense orientale qui vacille, menaçant l'armée mais aussi la population civile du Donbass. La bataille en cours dépasse la simple cartographie et les colonnes blindées. Elle se joue dans la capacité à préserver ou briser les chaînes logistiques, à contrôler la perception des événements et à imposer un nouveau rythme à l'adversaire. L'équilibre des forces pour les semaines à venir se décide ici, souvent loin des projecteurs. Un parallèle historique peut être dressé avec la bataille de Koursk en 1943, où la maîtrise de points de passage ferroviaires et de carrefours routiers a déterminé la capacité des forces à déplacer chars et troupes. Aujourd'hui, la guerre moderne ajoute la dimension numérique. Chaque coupure de réseau,
Chaque sabotage de communication ou chaque piratage de drone peut influer directement sur la capacité à mener ou à stopper une offensive. Mais ce n'est pas seulement sur le terrain que se joue cette lutte. La guerre de l'information s'intensifie, brouillant les lignes entre victoire tactique et défaite psychologique. Les prochains jours pourraient bien redéfinir la carte du Donbass et l'avenir du conflit. La véritable bataille se joue-t-elle encore dans la boue du Donbass, ou bien s'est-elle déplacée dans les réseaux, les algorithmes, les flux d'images ? Au-delà des chars et des tranchées, une guerre invisible redéfinit chaque victoire, chaque repli, chaque espoir de percer. En Ukraine, la réalité du front se construit désormais autant à distance qu'au contact. Depuis bientôt 2 années, la Russie réinvente sa machine de guerre. Drones kamikazes par milliers, artillerie guidée, brouillage électronique. Chaque offensive s'appuie sur des technologies de pointe pour traquer, saturer, paralyser les positions ukrainiennes. Sur le terrain, ces armes permettent d'étouffer toute tentative de contre-attaque, rendant chaque mètre gagné plus coûteux que jamais. En février 2023, par exemple, l'utilisation massive de drones Lancet et Orlan par les forces russes a permis de neutraliser des batteries d'artillerie ukrainiennes en quelques heures seulement, changeant le cours de l'offensive autour de Kremina. Ces exemples illustrent comment la technologie, loin d'être un simple bonus, peut décider du sort d'une bataille en immobilisant l'ennemi ou en coupant sa logistique. Mais l'avantage russe ne se limite pas à l'innovation. Leur capacité industrielle pèse lourd. Pour chaque obus ukrainien, Moscou en aligne plusieurs, creusant l'écart logistique. Kiev doit sans cesse improviser, innover, pour éviter l'épuisement face à une pression constante et méthodique. Ce déséquilibre rappelle la situation de la guerre de Corée, où la supériorité industrielle américaine a permis de soutenir un effort de guerre prolongé. Aujourd'hui, la Russie exploite sa propre capacité à produire des munitions en masse, tandis que l'Ukraine dépend de la générosité occidentale pour chaque obus ou missile supplémentaire. Les débats au sein de l'OTAN sur la capacité de produire suffisamment de matériel pour soutenir Kiev font écho à ceux des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la question du qui tiendra le plus longtemps dominait la stratégie. Dans ce duel inégal, la contrainte aiguise l'ingéniosité ukrainienne. Drones FPV bricolés, réseaux de communication décentralisés, défense occidentale intégrée à la hâte, chaque innovation vise à surprendre un adversaire mieux équipé, à combler un déficit matériel qui s'accroît de semaine en semaine. La moindre trouvaille peut inverser la tendance sur un secteur, retarder l'inévitable ou créer l'illusion d'une percée. Un exemple frappant est l'utilisation par les Ukrainiens de drones FPV bon marché pour cibler les blindés russes. Grâce à ces petits engins, souvent assemblés avec des composants civils, la défense ukrainienne a pu détruire ou endommager des dizaines de chars et de véhicules blindés, comme lors de la défense de Vuhledar au printemps 2023. Cette créativité rappelle les tactiques de guérilla employées au Vietnam, où les défenseurs utilisaient tout ce qui était à leur disposition pour compenser le manque de moyens. Pourtant, la guerre ne se limite plus à l'acier et à la poudre. Chaque vidéo, chaque statistique, chaque image virale partagée sur Telegram ou X devient une arme. Les deux camps rivalisent donc pour imposer leur récit. Images de prisonniers, cartes animées, bilans quotidiens, tout sert à façonner la perception, à galvaniser les siens, à miner le moral adverse. Dans cette bataille narrative, l'authenticité importe moins que l'impact. La frontière entre le fait et la propagande se brouille. Un succès local peut devenir une victoire stratégique sur les réseaux, une perte majeure, être niée ou minimisée. Le public, bombardé de récits contradictoires, oscille entre espoir et lassitude. Il suffit de se rappeler la bataille de Mariupol, où des images de résistance héroïque dans l'acierie Azovstal ont circulé des millions de fois, forgeant un mythe qui a galvanisé l'Ukraine et ses soutiens. À l'inverse, la diffusion massive de vidéos de prisonniers ukrainiens ou de matériel capturé peut semer le doute et le découragement, même si la réalité tactique sur le terrain est moins dramatique. À cette guerre des images s'ajoute celle, plus insidieuse, de la fatigue collective. Après plus de 2 années de combat, les sociétés ukrainiennes et russes montrent des signes d'usure. Débats sur la mobilisation, vagues de rumeurs, censure et propagande quotidienne. La résistance psychologique devient une arme en elle-même. Tenir, rester mobilisé, croire encore à la victoire, ou au moins à la survie. Sous-estimer la guerre de l'information, c'est risquer d'être aveuglé par des narratifs soigneusement construits. Celui qui maîtrise la perception, qui façonne l'opinion internationale, contrôle en partie le rythme du conflit et sa légitimité sur la scène mondiale. Reste à comprendre comment ces dynamiques invisibles influenceront-elles les combats des prochains jours,
Où se jouera vraiment le destin du Donbass et la sécurité de l'Europe? Mais pour saisir toute la portée de cette guerre hybride, il faut plonger dans les conséquences concrètes, sur le terrain comme dans les têtes. La prochaine séquence révèle ce que cela change à l'Est pour les soldats et pour l'équilibre européen. Et si le véritable tournant du conflit n'était ni une victoire éclatante ni une défaite claire, mais plutôt l'entrée dans une ère d'incertitude radicale? À présent, trois grands scénarios se disputent le futur du front oriental, chacun porteur de risques nouveaux. Premier scénario, la Russie consolide ses positions, s'ancre sur ses lignes actuelles et s'engage dans une guerre d'usure. Cette stratégie augmenterait la pression sur l'Ukraine, mais imposerait à Moscou d'énormes défis logistiques. Les forces russes, déjà éprouvées par la longueur du front et l'obligation de tenir des territoires conquis, pourraient m'en s'essouffler. On retrouve ici un schéma similaire à la guerre d'Algérie, où la France a maintenu une présence militaire massive sur de vastes territoires sans parvenir à briser la résistance locale, ce qui a fini par user ses propres forces. Dans le Donbass, la Russie risque, à force de vouloir contrôler une ligne de front longue de plusieurs centaines de kilomètres, de diluer la puissance de ses unités et d'exposer ses arrières à des infiltrations ou des frappes ciblées. Deuxième possibilité, la Russie, portée par ses succès récents, tente de pousser son avantage plus loin vers l'ouest sans relâche. Mais plus l'armée s'étend, plus elle s'expose à des contre-offensives ukrainiennes, à des ruptures d'approvisionnement et à l'épuisement de ses troupes. Chaque village gagné ou perdu devient alors le théâtre de semaines de combats épuisants et de pertes humaines par centaines. C'est un piège classique de l'histoire militaire. Napoléon en Russie, l'Allemagne nazie sur le front de l'Est ou les États-Unis au Vietnam, chaque fois qu'une armée a trop étendu son dispositif, elle a fini par s'exposer à la contre-attaque, à la guérilla, voire à un effondrement brutal. Les Ukrainiens pourraient alors exploiter la moindre faiblesse, lancer des attaques de harcèlement ou des raids derrière les lignes, comme l'ont fait les partisans soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Troisième scénario, l'Ukraine, après des replis calculés, regroupe ses forces et lance une contre-offensive sur des points stratégiques. Cependant, une telle opération exigerait des ressources en hommes et en matériel que Kiev peine de plus en plus à mobiliser. La pression sur les lignes de ravitaillement se fait sentir, rendant chaque initiative risquée. Un exemple récent. Lors de la contre-offensive de l'été 2023, l'Ukraine a réussi à reprendre quelques villages autour de Robotine, mais au prix de pertes importantes et d'une consommation rapide des stocks de munitions occidentales. Ce type de manœuvre, s'il est répété sans soutien logistique suffisant, peut conduire à l'épuisement ou à l'enlisement, comme ce fut le cas pour l'armée allemande à Koursk en 1943. Dans tous les cas, l'équilibre régional et mondial demeure fragile. La guerre d'attrition, la prolongation des combats et le chaos logistique menacent non seulement la sécurité militaire, mais aussi l'économie mondiale. La hausse continue des prix de l'énergie affecte déjà consommateurs et entreprises, bien au-delà de la zone de conflit. Pour prendre un exemple concret, lors de la crise pétrolière de 1973, la hausse brutale des prix du baril a provoqué une récession mondiale. Aujourd'hui, chaque attaque sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, chaque menace sur les pipelines ou les ports de la mer Noire fait monter la tension sur les marchés et pèse sur la croissance européenne. La scène diplomatique, quant à elle, se complexifie. Washington, Bruxelles, Pékin, Ankara, tous cherchant à peser sur l'issue ou à tirer profit du désordre. Au sein de l'OTAN, les divergences sur la stratégie s'accentuent, tandis que les opinions publiques européennes montrent des signes de lassitude et de division. Cette fragmentation rappelle la crise des missiles de Cuba en 1962, où chaque acteur tentait de préserver ses intérêts sans provoquer d'escalade incontrôlable. Aujourd'hui, chaque déclaration de soutien ou de menace, chaque livraison d'armes ou d'aide humanitaire est scrutée et interprétée comme un signal de bascule possible. La fatigue érode les sociétés civiles. En Ukraine et en Russie, des années de guerre, de pertes et de restrictions laissent des traces profondes. Désormais, la résignation gagne aussi l'Occident, où le soutien populaire et politique à Kiev s'effrite lentement au fil des mois. On observe déjà, dans plusieurs pays européens, une montée des débats sur le coût de la guerre, la pertinence de la poursuite de l'aide et la nécessité de négocier. En Allemagne, en France ou en Italie, les sondages montrent une baisse du soutien à l'Ukraine, rappelant la lassitude américaine pendant la guerre du Vietnam, où le retournement de l'opinion publique a précipité le retrait des troupes. Le front, lui, reste imprévisible. Chaque avancée, chaque repli redéfinit la carte, mais aussi les esprits et les discours à travers l'Europe. L'incertitude domine.
Et l'enjeu n'est plus tant la conquête d'une ville que la capacité à résister à l'usure et à la lassitude collective. C'est dans cette zone grise que s'inscrivent les scénarios de déstabilisation. Cyberattaque, campagne de désinformation, coup de force politique ou économique. Un simple incident, comme la coupure d'un câble sous-marin ou une panne massive d'électricité, pourrait avoir des conséquences disproportionnées, à l'image du sabotage des gazoducs Nord Stream en 2022. Ignorer ces scénarios, c'est exposer l'Europe et le monde à des chocs en cascade, affaiblir la résilience des sociétés et ouvrir la porte à de nouvelles crises. À ce stade, seule une adaptation constante, militaire et psychologique, permet de survivre à cette épreuve prolongée. Mais dans cette guerre où chaque certitude se dissout, les regards se tournent vers la société civile et les signes avant-coureurs d'un possible basculement. Qui tiendra le plus longtemps ? Les armées sur le front ou les sociétés à l'arrière ? Pour renforcer la résilience, des initiatives locales voient le jour. Cellules de soutien psychologique pour les familles peu de soldats, programmes d'éducation aux médias pour contrer la désinformation, réseaux de solidarité pour organiser l'accueil des déplacés. Ces mesures, inspirées par les expériences de la Seconde Guerre mondiale ou des conflits balkaniques, montrent que la société n'est pas seulement une victime du conflit, mais aussi une actrice de la résistance. Au-delà des lignes de front, comment ne pas perdre pied face à la guerre des esprits ? Désormais, l'essentiel ne se limite plus à savoir qui progresse sur la carte, mais à saisir comment chaque image, chaque mot, influe sur notre vision du conflit. Notre meilleure défense reste l'esprit critique. Il faut apprendre à vérifier les sources, à remettre en question les chiffres avancés sans preuve, et à éviter de relayer des rumeurs. Dans cette guerre de l'information, une fausse nouvelle peut blesser autant qu'un obus. La technologie amplifie ce brouillard. Entre vidéos qui tournent en boucle et statistiques invérifiables, distinguer le vrai du faux devient vital. Sans vigilance, les réseaux nous entraînent dans un labyrinthe de fausses pistes et de récits opposés. Pour illustrer ce risque, on peut rappeler l'affaire des bébés jetés hors des couveuses au Koweït en 1990, qui a contribué à justifier la guerre du Golfe avant d'être démentie. Aujourd'hui, une image mal interprétée ou un témoignage fabriqué peut déclencher une vague d'émotions ou influer sur la décision de pays entiers. Rester attentif, c'est aussi surveiller l'évolution des discours officiels. Des deux côtés, la lassitude menace. Trop d'images, trop de revirements, et bientôt le risque de sombrer dans l'indifférence ou la résignation. Cette fatigue générale est un terrain fertile pour la manipulation. S'engager à informer et débattre de façon responsable devient alors un acte citoyen. Prendre le temps d'écouter, de comparer, de questionner, c'est résister à la panique et à la propagande. L'avenir de l'Europe se joue aussi dans nos débats quotidiens, dans la lucidité de chacun. Ne sous-estimons pas le danger, céder à la désinformation ou à la fatigue, c'est ouvrir la porte à la manipulation de masse. Garder la tête froide protège notre capacité à comprendre et à agir au-delà du choc des images et de l'urgence du moment. Des solutions concrètes existent, suivre des médias variés, consulter les vérifications d'organismes indépendants comme Reporters sans frontières ou Bellingcat et ne pas hésiter à signaler les fausses informations. Sur le plan individuel, prendre le temps de la réflexion, du recul et éviter la réaction à chaud sont des gestes simples mais essentiels. Mais tandis que l'attention du public vacille, les lignes sur le terrain continuent de bouger. La prochaine étape pourrait renverser l'équilibre, bien au-delà du Donbass. La véritable frontière, c'est notre capacité à discerner et à agir lucidement. Dans cette crise, la guerre de l'information ne fait pas que servir d'arrière-plan. Elle devient un champ de bataille central. Chaque image, chaque mot, chaque chiffre pèse lourd, parfois plus que les armes elles-mêmes. La moindre rumeur peut déplacer des lignes invisibles. Si nous laissons la propagande penser pour nous, nous abandonnons notre avenir. Les logiques de manipulation trouvent alors le pouvoir de remodeler la réalité, loin de nos valeurs et de nos intérêts communs. Ce n'est pas seulement le Donbass qui est en jeu, mais aussi notre vigilance démocratique, notre capacité à saisir la complexité. Dans ce brouillard, l'analyse indépendante et la vérification des faits restent nos boucliers les plus solides. Il ne suffit plus de regarder les événements défiler. Il faut interroger les récits, croiser les sources, refuser la facilité des conclusions rapides. La lassitude, l'habitude de la violence et la surabondance d'informations minent notre esprit critique. Pourtant, c'est dans ces instants confus que se jouent les vrais tournants de l'histoire. Rester informé, débattre, soutenir l'analyse indépendante, c'est défendre notre pouvoir de choisir plutôt que de subir. La responsabilité ne pèse pas uniquement sur les dirigeants, mais sur chacun d'entre nous. Peut-être ce conflit marquera-t-il un tournant pour la région.
Il l'est déjà pour notre manière de comprendre la guerre, de la regarder et de résister à la manipulation. La première victoire, c'est de garder les yeux ouverts.